Donc, écoutez, bonjour à tous. Merci d'être là pour cette nouvelle session de conférence et ce rendez-vous annuel qu'on a maintenant depuis plusieurs années avec Nicolas Van der Biest. On ne présente plus. Assis. Bon, alors assis, la dame elle est assise. Assis. Donc, je disais donc Nicolas Van der Biest, le spécialiste en fait des mouvements d'opinion sur les réseaux sociaux. Spécialiste international et européen et français et belge surtout, surtout de ces sujets-là. Donc, c'est notre rendez-vous annuel, le fameux palmarès des Bad Buzz 2022. Donc, tout le monde est très impatient de savoir qui a gagné. Les paris ont été lancés. Donc, on est très heureux d'accueillir de nouveau Nicolas, qui est notre partenaire préféré, en fait, parce que vous savez qu'en gestion de crise, pour rappel, évidemment, notre métier, c'est la gestion de crise. C'est absolument fondamental d'être en capacité de comprendre ce qu'il est en train de se passer sur les réseaux sociaux et pas juste de me dire il y a 3 tweets et il y a 25 posts sur Facebook, parce que ça sert à rien, on n'en fait rien. Mais on a besoin de savoir qui est en train de parler de la chose, comment ils en parlent, mais surtout quelle communauté est en train de discuter de la situation et est-ce que le sujet est en train de sauter d'une communauté à l'autre et donc de générer ce qu'on appelle vulgairement un bad buzz. Donc c'est le sujet du soir. Nicolas va nous décrypter tout ça, nous expliquer sa méthode, comment il fait son classement et après évidemment il y aura une session de questions-réponses. Alors d'un point de vue techno, je crois que les questions ne sont pas encore ouvertes côté en ligne, mais ils vont trouver un moyen pour les ouvrir, ça c'est sûr. Donc, je vous invite peut-être, les gens qui sont connectés, si vous avez des questions au fil de l'eau, mettez-les directement sur le chat, comme ça on les aura pour tout à l'heure. Et puis, ceux qui sont nombreux et qui sont là, et merci beaucoup, on passera le micro tout à l'heure également. Donc, je laisse la parole à Nicolas. C'est parti. Alors, en préambule et pour expliquer un peu le cheminement, parce que pour la première fois, en dehors des enseignements qui sont sur l'étude, il y a aussi des enseignements qui sont de notre métier de tous les jours au niveau de Saper VDR. Donc, on est une société, et le truc évidemment ne fonctionne pas, donc je vais le prendre comme ça. On est une société belge et parisienne de 40 personnes qui cherchent à appréhender le sociétal. Et là autour, notre prisme et la chose très importante, c'est l'agora publique, ce qui peut s'y dérouler, les journalistes, les politiques. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est les communautés qui peuvent transiter autour de cette agora et potentiellement en fait impacter celui-ci par en fait le biais d'influenceurs, par le biais de crises et plein d'autres choses. Et le but de l'étude est de comprendre en fait quel type de communauté s'active autour des organisations, quels sont les défis sociétaux auxquels ils font face. Et nous, finalement, on répond à toutes ces problématiques d'études d'images, de monitoring de crise et autres. J'ai fait cette étude depuis 9 ans maintenant, et elle consiste en fait à analyser uniquement les crises numériques, pas les crises normales. C'est quoi une crise numérique? C'est une crise qui démarre sur les réseaux sociaux et qui va arriver. Pas possible, parce que je dois changer les. Ok. Qui doit et qui va faire tout le chemin médiatique des réseaux sociaux jusque dans les médias traditionnels. Ce qui explique que plein de crises ne sont pas forcément dans l'étude alors que vous en avez entendu parler pendant l'année. C'est uniquement ceux qui ont un prisme numérique là autour et qui sont considérés. On va donc passer maintenant à la slide suivante avec le palmarès des crises numériques et en premier lieu, le secteur qui était le plus impacté. Le secteur qui était le plus impacté, c'est celui des loisirs avec une multitude de crises qui ont pu se dérouler et je vais me lever pour regarder avec vous. Il y a premièrement les pratiques abusives. Globalement, c'est le cas par exemple de Disney. Des gens visitent Disney, ils décident de
dire à sa femme qu'il veut l'épouser. C'était à Saint-Valentin hier, donc, on est dans la thématique. Et il est stoppé par un employé de Disney. C'est considéré comme une pratique abusive. C'est aussi les accusations de wokisme. C'est le fait que des internautes disent à une organisation « vous êtes devenu woke » là-dedans, ce qui était un nouveau type de crise qui est apparu l'année dernière, qui est en recul, même s'ils sont toujours présents. Quelques petits exemples, c'est le Scrabble, par exemple, qui interdit des mots et les censure, comme Travelo, Green et autres, on les accuse de dérive woke. Les changements de nom et de logo et de mascotte sont toujours des moments où, en fait, de toute façon, les réseaux sociaux reprennent, se moquent et autres. Et donc, c'est toujours des moments où, finalement, il y a tout un certain nombre d'éléments. Un exemple, c'est par exemple la refonte graphique du Totally Spice, où, et c'est dans le... J'espère que vous avez eu vos tickets pour les Jeux Olympiques. Étienne en a eu. Il a de la chance, Étienne. Et ouais, c'est lui, là-bas où c'est notre commercial. Donc voilà, il y aura peut-être pour un devis offert, peut-être une place aux Jeux Olympiques. Je dis ça, je dis rien. Et donc la mascotte avait évidemment été raillée puisqu'elle ressemblait à un clitoris. Reste dans le thème de la Saint-Valentin. Communication responsable. Jugez-nous responsable, par exemple, le cas d'une bande-annonce d'un film dont on dit que finalement elle renvoie une mauvaise image des élèves en difficulté et donc problématique. Des cas de censure, là aussi, par exemple, le dessin animé Miraculous, que les filles connaissent très très bien, et moi du coup par intermittence aussi, où TF1 a censuré un des morceaux du dessin animé parce qu'il montrait les policiers et des agents de la RATP selon un mauvais regard. Des communications jugées indécentes, le cas du PSG, on reste encore une fois dans le thème de la Saint-Valentin. Sorry. Olivier, sorry. Là-dedans, avec tout ce qui avait eu lieu sur la séquence du voyage en avion et des rires autour de ça. Comportement d'un individu extérieur à l'organisation qui est attribué. C'est le cas de la polémique du Festival d'Avignon où il y aurait eu une exposition spéciale qui a été annulée à cause d'un bad buzz pour accusation de promotion de la pédopornographie. Produit jugé sexiste. Donc évidemment, là c'est un produit qui est dépeint comme sexiste. C'était le cas d'une compétition de cyclisme qu'on reverra dans le palmarès. Teasing. Et un produit jugé indécent, c'est par exemple le jeu Dying Light 2 qui annonçait 500 heures de jeu et les gens trouvaient cela indécent. Donc voilà, globalement, pour le palmarès du secteur le plus touché, on va maintenant découvrir la marque la plus attaquée de l'année et c'est Balenciaga qui a eu 3 crises. 2 crises relativement habituelles pour elle, on verra d'ailleurs dans une autre partie du palmarès, mais de produits qui sont complètement pétés, donc des sneakers délabrés, vendus très cher, ou un sac poubelle, vous verrez l'image après, ici. On est au début, hein, je tease un maximum pour nous maintenir ouvert, qui était montré, mais surtout, la grosse polémique, c'est en fin d'année, une campagne de promotion sur le site web où au final il y avait un porno pédopornographique globalement en termes de campagne qui avait été rayé avec des campagnes de boycott et une volumétrie assez conséquente. Donc ça c'était pour la marque la plus touchée. Maintenant on va passer au palmarès des crises les plus importantes de l'année en commençant bien évidemment par la fin. Encore une fois, signe obligé que l'on commence par la fin. Le 5e, c'est la polémique de Koh-Lanta. Donc, c'était la prison de Fresnes qui avait organisé un Koh-Lanta sur place et dont la vidéo avait été particulièrement chahutée là autour et une belle volumétrie là-dedans. Ça, c'est le 5e. Le 4e, c'est le festival de la BD d'Angoulême. On en a déjà parlé, donc je ne vais pas revenir. Mais il y a eu beaucoup d'emballements et ça démarrait des réseaux sociaux puisque
En fait, on parlait d'une bande dessinée qui était de 2018-2019, qui ressurgit dans le présent. Et donc, on est vraiment dans le cadre où les réseaux sociaux créent l'événement, créent la séquence là autour. Le troisième, et là, on va monter un tout petit peu plus haut, avec le McKinsey Gate, principalement par des militants d'extrême droite et de la France insoumise, mais qui a duré très très longtemps avec des grosses volumétries et au final, commission d'enquête là autour. Deuxième cas de figure, c'est Orpea, où au départ, il y a un livre, Les Fossoyeurs, il y a du bruit autour de ce livre et les réseaux sociaux contribuent à ouvrir toute une séquence, séquence qui ne va jamais s'arrêter en réalité tout au long du processus, puisque même maintenant, ils ont une crise actionnariale pour se maintenir à flot, alors que c'était encore vanté comme une très très belle boîte, y compris sur des critères ESG et autres. Et finalement, la plus grosse crise, on en a déjà parlé, c'est la crise Balenciaga, en termes de volumétrie, en termes d'impact, en termes de notions. Et très récemment, encore, le directeur artistique est revenu faire une interview pour revenir sur cette séquence, ce qui montre bien qu'il y a un vrai impact. Voilà pour les crises, toujours un peu difficile de les mettre avec des rangs là autour. Toujours été que ces cinq-là, elles sont bien plus grandes que les autres, ou parfois elles font rire. On aura d'ailleurs l'occasion d'en voir autour. On va désormais passer à les crises plus ridicules, parce que c'est ce qui est marrant chaque année. Et avec le retour post-Covid de crises qu'on ne voyait plus. J'ai déjà parlé des deux de Balenciaga, où là vous avez le visuel, où ça a été offert une très très belle sable. Et le sac poubelle que vous voyez ici était vendu 1 700 € dedans. Et Balenciaga est assez habitué de ce genre de choses. C'est pas la première fois, l'année dernière, ils avaient déjà des cas autour de ça. La neuvième, la plus ridicule, c'est une présentation de Montaigu Vendée, dans lequel il y avait les dos d'âne avec quelqu'un qui prie, musulman, et qui est resté pendant 10 longues minutes. Le donc a été photographié et réapparu sur les réseaux sociaux. Le huitième cas, c'est l'humour. J'ai mis de grands accents autour des taxis de Liège, une crise locale de la Belgique. On n'est pas toujours fier de ce qui s'y déroule. Qui dit globalement merci pour la villa, la voiture de sport, les bijoux, le bateau, les vacances. Sans toi, je n'y serais jamais arrivé. Et donc, pour des taxis, c'est un peu beauf pour le dire comme ça. Septième cas de figure, c'est le parfait kit de l'influenceuse de la foire fouille, avec le smartphone à l'intérieur, les produits de beauté, le mascara, la totale. Passe au sixième, et on va monter d'un cran petit à petit, là c'est encore gentil, avec la fête des mères, vue par Auchan. Vision très spéciale de la fête des mères, bien entendu. Toutes les mamans rêvent de recevoir un aspirateur très profondément au fond d'elles. Tous aspirent à ça. Et heureusement qu'Auchan sait gérer la désidérabilité des choses. Et en cinquième cas, on a le coussin fellation des ailes au discount qui sert à la fois pour le divan, pour le canapé et plein de choses. Mesdames, un coussin à 3 € l'unité, faites une pierre de coups, très beau sur le canapé ou sur le lit, mais aussi très utile si vous vous mettez à genoux. Et donc évidemment, tellement sexy parce que ça a éclaté là autour. Le quatrième cas, la nouvelle coupe de Monsieur Bricolage avec une publicité pour un décapant et une coupe afro là autour avec une coupe d'accusations de racisme. Troisième, on est sur le podium, donc on va attaquer le lourd là-dedans. C'est la magnifique piste cyclable. Anne est déjà dessus, Hidalgo, qui, comme vous le voyez, était magnifiquement bien tracée en zigzag. Et ça se passe à Lorient. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans l'article qui fait état de cette crise qui naît sur les réseaux sociaux, on a Jean
Jean-Paul, qui nous dit « Moi, je ne vois pas le problème. » C'est marrant. Le deuxième cas, c'est les traînées de Lidl, où, évidemment, lancez votre carrière en tant que traînée. Évidemment, c'est trainee, mais vous imaginez bien tous les détournements qui ont eu lieu à cette occasion, et donc les railleries qui ont découlé là-dedans. Et enfin, le premier, où je pense qu'il n'y avait pas photo, c'est-à-dire que vraiment là, parfois c'est un peu dur de savoir lequel est premier, deuxième, troisième, c'est subjectif au fond. Là, je n'ai pas hésité 30 secondes, je l'ai mis directement en premier, c'est-à-dire le diocèse de Tours, qui a fait une campagne dans la presse avec « Laissez-vous toucher », juste au moment où il y avait en pleine page une crise avec l'Église et la pédophilie. Donc, vraiment, là, on se dit, mais ils sont complètement à l'ouest, là autour, et donc ils méritaient bien cette première place. Est-ce que je peux interrompre un petit peu, parce qu'il y a quand même un fond là, vous voyez, il y a des sujets sociétaux qui sont extrêmement, qui sont des irritants. Donc, il y a toujours un grand classique, c'est le pipi caca, ça rate jamais. Donc ça, si vous avez quelque chose qui peut tourner autour de ça, ça va buzzer, ça va se répandre, voilà. Vous avez l'humour. Quand c'est drôle, c'est un ingrédient supplémentaire pour que ça fasse crise, parce que les gens se le passent, etc. Donc le truc apparaît ridicule. Et il y a aujourd'hui tous les sujets sur lesquels il y a une tolérance extrêmement basse. Donc tout ce qui est relatif à la parité, au sexisme, au harcèlement sexuel, au Black Lives Matter, tous ces sujets-là enflamment la toile immédiatement. Et je note quand même, encore une fois cette année, alors nous, on n'est pas du tout dans le marketing, hein, c'est pas du tout notre milieu, et les marketeurs sont générateurs de crise, mais d'une manière absolument incroyable. C'est vraiment à se demander parfois s'ils font pas les trucs dans leur coin. Balenciaga, c'est pas à se demander s'ils fabriquent pas du bad buzz exprès, enfin quand même, au bout d'un moment, est-ce qu'il y a quelqu'un qui revoit les choses? Et on avait eu comme ça, tous les ans, il y en a énormément. Vous vous souvenez peut-être du sweatshirt H&M, qui était quand même dingo, quoi, en fait, avec un sweatshirt où il y a écrit The Best Monkey ou Monkey in the Jungle, un truc comme ça. Voilà, Best Dance. Et le petit mannequin, c'est un petit garçon black, quoi. Et évidemment, ça avait fait le tour de la toile. Là, c'était la totale. Mais c'est les markets, c'est les gens qui font les pubs, en fait, qui génèrent des crises. En fait, pour rappel, hein, on parle ici de crises qui n'ont pas d'autre origine que l'existence du web, en fait. Si il y a plein d'autres crises, des cyberattaques, des accidents Céveso, tout ce qu'on veut, qui ont une réalité dans la vie de tous les jours. Là, on parle de trucs générés uniquement parce qu'il y a du réseau social conversationnel, quoi. Et donc, c'était pour vous rappeler vraiment les grands ingrédients de ce qui fait crise. D'ailleurs, tu fais une transition, mais vraiment magnifique. C'était préparé. Ouais, c'était préparé. Assurément. En passant du coup aux principaux chiffres, où en fait ça va rejoindre ce que tu nous dis, c'est-à-dire la prochaine slide, où là globalement, et on va sauter directement, 100% des crises furent encore fonctionnelles ou communicationnelles. C'est-à-dire quoi? C'est que ça concerne un produit, une pratique ou une communication. Et donc en réalité, toutes les crises sont autour de ça. Et c'est la 4e année consécutive que c'est le cas. Avant, il y avait encore des crises accidentelles, il y avait des crises techniques, il y avait des crises juridiques. Maintenant, c'est vraiment, le problème, c'est des pratiques de l'entreprise, des communications de l'entreprise ou des produits de l'entreprise. Vous le voyez au niveau du nombre de cas, après 2 années de Covid qui ont impacté les crises, et on m'avait dit, mais pourquoi et autres, moins de communication, moins d'employés qui sont mobilisés et autres. En fait, on va voir cette année qu'on est remonté à un taux sans être au niveau d'avant, mais en ayant toujours un beau taux à 70 crises cette année, qui vient et provient principalement en fait, de crises communicationnelles et de crises d'employés, qui des crises qu'on n'observait plus pendant le Covid et qui sont revenues. Un employé qui fait une connerie, une communication qui ne passe pas et autres. Et comme la plupart des boîtes étaient très respectueuses, n'osaient pas trop communiquer, ces crises-là avaient disparu. Elles reviennent cette année avec une belle augmentation du nombre de cas. 0% des crises, parce que 0 c'est aussi une communication, pas le réseau, ne pas communiquer est déjà communiqué.
0% des crises ont été commentées sur les forums ou les blogs. En fait, ça vous montre le shift par rapport à avant, où les blogs, les forums étaient extrêmement présents. Cette année, rien du tout sur ces deux sphères-là. Et donc, ça doit aussi nous interroger sur les pratiques de veille. Ça n'a plus tellement de sens, en fait, de prendre autant de temps à veiller des forums ou d'autres choses, ou d'avoir des pluggers là-dessus, dans la mesure où les gens n'ont pas forcément toujours le temps de le lire et pour lequel il n'y a plus forcément de crise. Donc, ces sources sont davantage devenues un objet d'étude qu'un objet de monitoring là-dedans. C'est-à-dire, on va une bonne fois pour toutes regarder tout sur notre produit, sur un forum ou sur des avis en ligne, mais on ne va pas forcément le faire de manière récurrente et avoir une veille extrêmement grande là autour. 10% viennent d'employés ou d'ex-employés. On était descendu vraiment très très bas. Je crois que c'était 4 ou 5%. On revient à une crise sur 10 qui provient d'employés. Donc on revient à des pratiques de simplement dire attention les réseaux sociaux, attention ci, attention ça, là autour. Et donc ça c'est assez marquant. On est à 920 crises en 9 ans. L'année prochaine, ce sera la 10e année. J'espère qu'il y aura 80 crises, comme ça on sera à 1000. Et potentiellement, l'objet de l'étude pourra bouger pour davantage analyser les choses sensibles. Donc rester sur les crises, mais en ouvrant davantage à toutes les polémiques. Et en fait, ce qui fait société ou ce qui défait la société au global. 44,2% des crises qui sont des crises de communication. Ça revient encore à ce que tu disais, c'est-à-dire en gros, presque une crise sur deux est de la com. Avant, on était à 30%, donc on est revenu post-Covid à des logiques un peu plus de ce type-là. Voilà pour les chiffres. Vous aurez l'étude qui va être publiée demain matin avec tous les chiffres en long et en large, comme d'habitude, et les comparatifs avec les différentes années. Mais ça, c'était les principaux les plus intéressants. Est-ce que je peux refaire un tout petit commentaire? Ce qui est intéressant là, est-ce que je pense qu'on a besoin d'expliquer sur l'historique de la gestion de crise, hein, qui est notre métier. Avant l'arrivée du web, la gestion de crise, c'était j'ai un accident, il y a une pollution, j'arrive plus à faire marcher mon usine, j'ai tué 3 personnes. Enfin, c'était des choses hyper concrètes. À l'arrivée du web, on a cette philosophie qu'introduit Julian Assange de dictature de la transparence. Le secret des affaires, c'est plus tolérable. Si vous avez quelque chose qui ne marche pas ou un retrait de produit, ou etc., vous devez vous exprimer parce qu'on ne peut plus. En fait, ça devient de plus en plus compliqué de mettre les trucs sous la moquette. Donc, de plus en plus, il va falloir parler parce que vous n'avez pas le choix, parce que de toute façon, tout le monde parle. Et puis, vous voyez, donc là, on est en 2008 et le grand début en fait des crises de ce type, hein, des bad buzz, c'est l'introduction du web conversationnel. C'est à partir du moment, en 2012-2013, où Madame Michu, la fameuse, peut commencer à émettre son opinion un peu partout sur les réseaux sociaux, parce que c'est le début des réseaux sociaux. Là, tout à coup, tout s'enflamme en fait. Plus rien n'est contrôlable. Jusque-là, on arrivait à faire de la com de crise à la papa, où on donnait de l'élément de langage bien construit aux journalistes qui, moyennant un service ou un autre, voulaient bien les prendre, etc. Ou alors, ils faisaient un article qui était négatif, ou c'était un article. Et si vous n'aviez pas lu l'article, eh bien, de toute façon, le journal, le lendemain, il servait à enrober les feuilles de salade, quoi. Il n'était plus là physiquement. Et là, le monde a complètement changé et vous voyez ce que ça génère. Et donc, je ne sais pas quel est le troisième saut. Qu'est-ce que ça va être? Le métaverse, le truc, l'intelligence artificielle, l'astroturfing. Pardon. Bref, quelle est la troisième phase? Mais ça, c'est très important en fait dans l'existence de ces crises, de ce type de crise. On peut passer à la slide suivante sur les volumétries de l'année. Balenciaga, 776 000 tweets. C'était la crise avec la plus haute volumétrie. On se retrouve quand même à une tranche basse de ce qu'on pouvait observer par rapport à avant. Ce qui est intéressant, c'est 5H Paris, où je trouve globalement, je l'avais déjà dit l'année dernière, que c'était pour moi une crise assez marquante parce qu'elle ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 2022, il y a eu 1,5 million de tweets sur 5H Paris. C'est devenu une marque, en fait. Au global, c'est devenu
une itération et une narration. Et ça, c'est particulièrement intéressant en termes de crise et en termes de volumétrie là autour. Pour vous donner un petit ordre d'idée, lorsqu'on est dans les crises, un peu le bêtisier, le top 10 là-dedans, on est entre 0 et 1000 tweets. Donc, il y a vraiment un monde d'écart, en fait, entre certains événements et d'autres là autour. Et quand on a une polémique à la Sandrine Rousseau, on est à 40-50 000 tweets. Comme ça, vous avez aussi un ordre d'idée. C'est la fin de Twitter, alors? Tu préemptes mes slides. Mais c'est bien de teaser. Très, très bien. Je peux passer à la slide suivante, qui est globalement une que j'avais déjà présentée l'année dernière, mais qui est intéressante parce qu'elle remet le paramètre. J'ai changé deux choses. Je disais il y avait une baisse des crises communicationnelles. Là, je veux dire qu'elles sont de retour. Je disais qu'il y avait une baisse des crises d'employés. Je suis obligé de dire qu'elles sont de retour. Globalement, le reste est assez stable. Globalement, aujourd'hui, un des défis qu'on a le plus, c'est davantage de sources à couvrir, et on parlera des données par la suite. Et davantage de problématiques sociétales et de pratiques de remise en cause, où, on va dire, de 2010 à 2020, quand une organisation était en crise, on lui reprochait quelque chose, globalement, elle pouvait se dire, bah, j'ai fauté, j'ai autre chose. Aujourd'hui, on va lui reprocher des choses où on n'est pas forcément obligé d'aller vers ce qu'on lui reproche, parce que c'est éminemment complexe, en fait. On se retrouve en interstice dans des schémas sociétaux où il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. C'est un juste milieu et c'est particulièrement complexe. Le panorama des crises, c'est principalement des luttes sociétales, la place de l'islam, la vie privée, MeToo, LGBT. On voit bien avec la sortie aujourd'hui d'un jeu vidéo sur Harry Potter, qui a aussi des débats transphobie, pas transphobie. Ça, c'est le principal, on va dire, dans les crises qui ont l'importance et qui sont clés, c'est la principale problématique des organisations. On a des pratiques qui sont remises en question, des hausses de prix, des choses qui ne sont pas possibles ou plein d'autres choses. Donc, c'est des choses qui apparaissaient dans l'organisation, qu'elle va trouver normales. Et les réseaux sociaux vont amener cette problématique et cette pratique sur le devant de la scène. Et l'organisation va avoir un peu dur à se positionner parce qu'elle a toujours fait comme ça, en fait. Et donc, elle ne va pas comprendre pourquoi, en fait, là, maintenant, ça explose. Elle va imaginer, en mode paranoïa, qu'il y a forcément un agenda caché ou autre chose derrière, des produits ou des logos problématiques, ou des communications ratées. Et ces deux-là, globalement, sont toutes des crises. Très franchement, si vous ressortez et faites l'exercice, une étude que j'ai faite il y a 5 ans, vous regardez le bêtisier, vous avez tous oublié toutes les crises qu'il y avait dedans. Elles n'ont aucune importance et elles passent sans aucun sujet. Et en fait, par année, il y a 4 à 5 crises qui marquent à peine sur 70 ou sur 100, comme on avait à l'époque. On peut passer à la slide suivante. Revenons quand même sur l'année dernière. J'aime toujours faire ça parce que c'est de l'autocritique. C'est en fait, si je vous fais des tendances, donc je regarde celle précédente pour vous dire, vous avez vu, je ne suis pas trop bourré. C'était intéressant, on avait déjà des problématiques autour des prix sur les entreprises et autres. Et l'inflation a amené ça en puissance 20 et l'a amené dans un débat beaucoup plus global. Moi, je trouve ça toujours intéressant, c'est qu'en fait, on arrive à toujours réécrire les choses en se disant, en fait, il y avait déjà des signaux à tel moment, c'est juste que ce n'était pas évident. Et c'est quand on les regarde à la lumière et à l'aune d'aujourd'hui, on se dit, en fait, c'était déjà là à ce moment-là, on aurait pu le déceler. Et là, il y avait déjà toutes des choses sur les prix qui rentraient un peu en compte. Ensuite, sur la slide suivante, intéressant, mais Instagram confirme son essor, c'est-à-dire que Instagram était passé de 3 à 15% des crises où il y avait des commentaires. Instagram s'est stabilisé. Là où on voit qu'en fait, ils ont même augmenté. 15,7% des crises qui sont commentées sur Instagram. C'est important aussi d'avoir la distinction méthodologique que j'opère. Pour moi, pour que je considère un réseau, il faut qu'il y ait une volumétrie assez conséquente de commentaires. Ça ne peut pas juste être un commentaire utilisé. Ou que le journaliste qui parle du cas se réfère à une source en particulier. Voilà. Et on en parlera d'ailleurs sur LinkedIn. Facebook s'effondre, de moins en moins utilisé par les marques, donc forcément moins de communication problématique, donc moins de crises sur Facebook, mais aussi globalement, c'est quand même une plateforme en perte de vitesse d'un point de vue journaliste et plein de choses, donc forcément, ça s'effondre dans les prises de commentaires. Twitter est toujours surutilisé, 87% des crises.
Est-ce que ça va continuer? Ben oui, parce qu'en fait, tu sais Twitter, et Twitter sera encore ça. C'est-à-dire que même si en fait, il y avait 30% de la plateforme qui se barrait, on aurait toujours une part prépondérante dans l'interconnexion avec la presse, dans l'interconnexion avec les politiques, dans l'interconnexion avec le reste. Même si, en fait, avant ça part, ça irait ailleurs, parce que il n'y a pas d'autre réseau qui peut remplacer ça. Toujours très important en termes de crise. TikTok est apparu l'année dernière. Là, on a moins 1,7% d'utilisation. Ça reste quand même des crises de niche, très sur le côté. L'angle de TikTok dans lequel on rentre dans l'application, on swipe ou pas swipe, et l'expérience qu'on a est relativement individuelle, comparément à une expérience comme Twitter, on est très globalisante. Tout le monde voit les tweets de Trump, de Musk. Tout le monde voit les mêmes trending topics, tout le monde peut zoomer sur un cas particulier. Il y a une vision globalisante beaucoup plus grande que sur TikTok. TikTok, ça reste un média de jeunes. Moi, je suis toujours sidéré par toutes les marques qui veulent suivre et gérer encore et encore. Ils n'arrivent déjà même pas à gérer Twitter, Facebook, Instagram, que les mecs veulent sur TikTok dans des vidéos débiles de 5 secondes. Je n'arrive pas à comprendre ça. Et en tout cas, d'un point de vue crise, TikTok n'est pas un endroit où on y capte des choses, sauf sur certains secteurs, particulièrement la mode, la beauté, et en fait, les secteurs de jeunes, de grande consommation, on va dire, là autour. Slide suivante. On a des nouvelles valeurs qui avaient augmenté. J'avais pointé en fait le fait qu'il y avait le courant d'accusation de wokisme. On a eu encore des crises d'accusation de wokisme, quelques-unes. GTA 6, qui est un grand jeu qui va sortir dans les ans de l'année, a dit qu'ils allaient avoir une protagoniste féminine. Les joueurs très masculinistes se sont du coup mobilisés contre le jeu en les accusant de dire « mais vous cédez aux sirènes du woke et autres ». L'homme enceint du planning familial, que je trouve une crise très intéressante parce que au final, ça émerge d'abord au sein de l'extrême droite, ça buzz d'un point de vue global là autour, et le débat est repris entre féministes et personnes transsexuelles, et une opposition de style et théorique qui est très intéressante parce que la crise migre, le sujet de la crise migre, et donc le débat sociétal aussi. La censure du stade, j'en ai déjà parlé, la Croix-Rouge qui utilise une femme voilée dans une utilisation, etc. Donc on a eu encore pas mal de cas, mais c'est quand même en baisse par rapport à l'année dernière, qui était une explosion, véritablement. L'autre courant qui était nouveau, c'est-à-dire qu'on n'observait pas dans les années 2010 jusqu'à 2018, c'était tout ce qui était courant anti-science, enfin science au total. Donc le fait que une organisation avait un discours marketing qui n'était pas en rapport avec des éléments scientifiques ou autres. Globalement, il n'y a pas eu de crise autour de ces valeurs cette année, donc c'est en baisse totale. Il y en a peut-être une seule qu'on peut pointer, c'est celle de Doctolib, qui avait en fait un certain nombre de naturopathes sur la plateforme qui étaient mobilisés. Je considère que la valeur n'est pas réellement de l'anti-science au total, même s'il y a un fond autour de ça. C'est plutôt normatif. C'est-à-dire que vous êtes une plateforme pour médecins, ça ne se fait pas de faire cela, et donc c'est plutôt de la critique là autour, donc je ne le catégorise pas vraiment là-dedans. Je peux passer à la suivante. Génial. Mais tout d'un coup, je sens le pouvoir en moi. Je voulais juste rajouter un truc là-dessus, c'est que par rapport au positionnement de l'entreprise, parce que finalement, vous travaillez tous pour des entreprises, l'entreprise par rapport à ces sujets sociétaux, et ça, on le voit très bien dans vous connaissez peut-être sûrement le Trust Barometer d'Edelman, qui est un truc incontournable. Hein, tous les ans, il faut vraiment regarder ce qui sort et quels sont les chiffres. Ce que disait le Trust Barometer de l'année dernière, c'est qu'il est attendu de l'entreprise qu'elle prenne position et qu'elle prenne une position sociétale. L'entreprise ne peut plus se contenter de dire, écoutez, moi je fais des petits pois, le LGBT ou le truc ou le climate change, ce n'est pas mon problème. Elle ne peut plus parce que les gens attendent de l'entreprise un positionnement. Et là où ça devient compliqué, c'est qu'à partir du moment où la boîte se positionne d'un point de vue marketing ou sociétal, etc., elle va forcément froisser quelqu'un. Parce qu'en fait, le web est binaire. Vous avez les modernes, les gens qui veulent la nouveauté, qui sont jeunes, qui veulent le changement. Et puis, vous avez les conservateurs.
Et ces deux mondes s'opposent tout le temps, de façon hyper binaire. Le web, c'est pas des gens qui sont dans la nuance pour expliquer que oui, mais, etc. Non, c'est des affrontements comme ça. Et si la société, l'entreprise prend position, elle va forcément se mettre à dos l'autre moitié, soit les conservateurs, soit les modernes. Et ça, c'est très important de le comprendre quand vous allez faire des recos marketing ou de positionnement, parce que il y a un moment, vous allez froisser quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va franco ou est-ce qu'on essaye de faire de l'eau tiède? Sauf que l'eau tiède, ça marche plus. Hein, les gens n'en veulent pas. Ils veulent des boîtes qui s'engagent et qui ont une vraie posture, un vrai positionnement. Ce qui est parfois un peu difficile à faire admettre. Ensuite, le sexisme, qui est un fléau quand même toujours très présent, d'année en année, d'étude en étude, avec des pourcentages de crise qui sont assez énormes, avec tout un florilège, hein, on en a déjà passé pas mal là-dedans. Il y a aussi eu le cas du gouvernement qui a décidé de faire parler des hommes le jour de la journée internationale des droits de la femme. Ah, bravo les mecs, super. Aussi la course professionnelle cycliste hollandaise qui offre des sextoys à la gagnante, génial, vous êtes super content. Ou des femmes qui s'en sortent en vache dans une publicité pour une marque laitière en Corée du Sud. Donc globalement, quand même, toujours un fléau présent et un impact assez conséquent en termes de pourcentage dans les crises. Quelque chose qui ne devrait pas être interprété dans les résultats, je vous ai dit, pour moi, il faut considérer qu'il y a une vraie volumétrie, quelque chose qui démarre à tel endroit du réseau, et c'est ça qui est prépondérant. Mais à d'autres échelles, et parmi mes clients, parmi ce que j'analyse et autres, il y a une vraie augmentation en fait, de LinkedIn comme étant utilisé, avec de multiples exemples. On a fait Colantes, par exemple, là-dedans, où finalement, vous n'avez pas de communauté encore, mais vous avez quand même des volumétries qui sont dégagées, qui sont assez importantes, principalement par des politiques. Et en fait, pas mal de militants qui étaient présents sur Twitter se sont déportés sur LinkedIn désormais, ont une activité avec de beaux engagements. Il n'y a pas encore de marqueurs communautaires qu'on peut observer. Au contraire de Boycott Qatar 2022, où là, vous voyez qu'il y a en fait des interconnexions entre toutes les communautés et que là, il y a un fond. Et vous voyez qu'en fait, c'est un réveil écologique et autres. Et en fait, les écolos sont extrêmement présents, extrêmement organisés sur LinkedIn et commencent en fait à mener des opérations, principalement en marge de conseils d'administration et dans lequel ils pensent à LinkedIn comme étant un bon réseau et attrait en fait à leur campagne là autour. Pour autant, en dehors de ça, on commence à observer en fait des attaques sur un certain nombre de CEO ou d'exécutifs de grandes boîtes qui ont lieu sur LinkedIn. Et dans la mesure où LinkedIn est un réseau dans lequel les personnes qui sont attaquées ont elles-mêmes sur leur smartphone les notifications, n'ont pas l'habitude d'être attaquées, forcément ça arrive beaucoup plus dans les départements social media des grandes boîtes. Et donc, c'est un levier beaucoup plus fort que à l'époque, les hashtags, les trucs comme ça qui montaient sur Twitter et dans lequel on essayait d'attirer l'attention. Donc, on commence à observer cette mutation, transmutation à ce niveau-là. Et un dernier cas qui était les incendies d'OVH, où il y avait aussi en fait, des clients qui parlaient entre eux là-dedans, et donc aussi des communautés, et donc des choses qui s'y déroulaient. Or, pour beaucoup d'individus et beaucoup d'agences, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations, LinkedIn, c'est presque comme le dark web en son temps, quoi. C'est-à-dire un truc qui n'est pas dans les moteurs de recherche, donc qui n'est pas dans les logiciels, donc on ne le voit pas, donc ça ne traite pas, donc il n'y a pas d'impact. Or, de ce que nous, on a pu voir sur LinkedIn, il y a toujours un narratif spécifique venant d'acteurs spécifiques qu'on ne retrouve pas ailleurs, et une clé de lecture à aller glaner, à aller chercher là autour, et en tout cas, ça ne peut plus être considérable. Une autre tendance qui est de plus en plus pointue, à la fois de notre côté, un peu de promotion quand même un tout petit peu, mais aussi de manière globale, il y a quand même une visibilité des crises qui est quand même beaucoup plus forte et possible. D'une part, parce que Elon Musk, il a quand même fait une bonne chose, c'est qu'il a permis de voir le nombre de vues qu'avait une publicité, un tweet ou autre. Et donc, en fait, il y en a beaucoup qui redescendent sur Terre. Quand on voit qu'en fait, le monde et ses millions de followers qui sont comptés dans tous les logiciels de veille comme étant le monde tweet, 10 milliards d'impressions, ça redescend quand même un peu sur Terre quand on voit que le monde, vous pouvez aller voir, hein, c'est entre 15 000 et 50 000 impressions sur un tweet. Donc, on redescend
en termes d'impact et autres. Nous, on s'est aussi posé ces questions-là et on a mis enfin une nouvelle méthodologie qui en fait part de cibles, d'une liste de personnes, un individu particulier, une communauté ou un écosystème, dans lequel on arrive à construire leur timeline, leur newsfeed, pour voir dans quelle mesure une communication, une crise, une thématique ou autre a eu de l'impact sur celle-ci. Donc, autrement dit, est-ce que Emmanuel Macron a vu mon tweet? Alors, ce n'est pas Emmanuel Macron, c'est ce community manager. On va reconstruire la timeline d'Emmanuel Macron, voir si là-dedans des messages ont transité, et on le fait sur des listes de personnes, des communautés. Et ça, c'est extrêmement puissant, extrêmement puissant. Et ça permet vraiment de voir si une crise a un impact et où. Et nous, on a des cas, par exemple, comme ça, où on remarque qu'une crise reste dans les communautés politiques et pas ailleurs, reste dans des communautés médiatiques ou reste dans des communautés sectorielles. Et ça amène des insights, des recours qui sont à chaque fois différents là autour. Ça nous a également permis d'être beaucoup plus pertinent pour identifier des acteurs, pas avoir que le fait que quelqu'un est influent, mais qui est également pertinent au regard d'un sujet. Bah, si je reprends mon exemple d'Emmanuel Macron, il ne va pas parler de saucisses. Si vous vendez des saucisses, ce n'est pas le meilleur acteur. Trouvez quelqu'un qui parle de saucisses et qui est influent. C'est ce double jeu qui est là. Et donc, ça permet d'être beaucoup plus précis en termes d'impact. Par contre, c'est paradoxal, on a plus de choses qui sont peut-être évaluables, mais les données deviennent de plus en plus un vrai sujet. Évidemment, parler de l'API de Twitter qui n'est plus gratuite, bon, la plupart des personnes qui sont dans le métier utilisent un logiciel, ok, mais tout ce qu'on retrouve dans l'API d'un logiciel, donc payante, ne se retrouve pas dans les usages et les us et coutumes de les consultants. Et donc, il y a aussi tout ce qui est d'un point de vue RGPD, avec tout un certain nombre d'attaques de la CNIL sur des gestions de données, où ils sont sortis avec pas mal d'amendes. Il y a des plateformes comme CrowdTangle, qui était le seul qui permettait d'observer ce qui circulait sur Facebook, et donc d'avoir une vision globale qui était down littéralement par Facebook, parce que de toute façon, Zuckerberg, c'est un connard. Et on a évidemment l'API de Twitter d'un point de vue gratuit. Donc tout ça va faire en sorte que ça va être de plus en plus restrictif. Et donc, le secteur tout entier, dans son évaluation et autres, va devoir être beaucoup plus fort. C'est-à-dire que dans un monde où la donnée n'est plus forcément gratuite ou peu chère, il va rester que des acteurs qui sont en mesure de transformer la donnée et de lui donner de la valeur. Donc, le Far West de la donnée ne sera plus forcément disponible et donc ne resteront que les acteurs qui sont capables de transformer la donnée, de lui donner de la valeur et d'aller plus loin en fait, que les réseaux sociaux grâce à ça. Ça, c'est un point très important. Ensuite, quand même assez dingue de se dire que vous regardez un logiciel tel que Talker, VisiBrain ou autre, en termes d'innovation, parfois il y a des couvertures qui sont rajoutées, mais l'innovation est nulle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune innovation. Le logiciel est le même. Les pratiques sont les mêmes. Or, ça vient d'un monde de l'ingénierat, où c'est des ingénieurs qui ont visualisé des données, et globalement, comme ce sont des spécialistes de la donnée, c'est des spécialistes de chiffres, de tableurs Excel, de tuyaux, mais à un chemin. Et ils ne savent pas en fait quels sont les us et coutumes des plateformes. Donc, ils investissent dans l'intelligence artificielle, ils investissent dans des choses pour lire des logos dans des images, mais ils n'investissent pas à comment est-ce que la plateforme peut plus être appropriée et mise. Et on en parlera juste après là-dedans. Dans un monde où en réalité, avant, on avait des CEO qui ne connaissaient rien aux réseaux sociaux. Et donc, le CEO demandait un rapport. On arrivait avec un rapport généré parfois automatiquement et une personne a vu juste des chiffres des camemberts et a commencé à commenter les camemberts. Le mec ne comprenait rien, mais il n'avait pas envie de passer pour un vieux con, donc il faisait semblant de comprendre. Aujourd'hui, on a quand même de plus en plus des CEO et des dirigeants qui connaissent les réseaux sociaux, qui savent ce qu'ils veulent et qui ne veulent plus en fait recevoir un rapport complètement bidon dans lequel on parle en terras d'impression, dans lequel on monte des chiffres complètement bidons, dans lequel on monte des tonalités algorithmes qui ne veulent absolument rien dire. Et donc ça, c'est en mutation et c'est très important dans le marché de la veille et de l'évaluation des crises.
Le mythe, parce qu'on parle bien de ChatGPT, donc si je n'avais pas coché la case, voilà, j'aurais eu un grave problème. Mais le mythe du logiciel dans lequel j'appuie sur un bouton, je récupère tout et tout est automatisé, il n'est pas là et il ne va pas arriver en fait, globalement. Dans un marché quand même de plus en plus rapproché, c'est-à-dire qu'on observe en fait des mouvements d'acteurs qui se rachètent pour en fait devenir grossistes de la donnée, avoir une spécialité bien plus forte là autour. Et donc on a eu Cision et Brandwatch, on a eu Meltwater Influence, on a BigMind et Inclusive Kantar, on a Audiency et Soprism. Et donc tout cela globalement se focalise uniquement sur l'innovation via l'intelligence artificielle, mais très peu sur les cas d'usage. J'ai une crise, en quoi mon logiciel m'aide et ne me donne pas des chiffres. Comment est-ce que j'ai les 3 indicateurs qui vont bien et qui parlent aux dirigeants? Comment est-ce que je pilote mon truc? Ça n'existe pas. Comment est-ce que je fais ma veille RP et influenceur et tout est focalisé là-dessus? Aujourd'hui, tous les logiciels sont tout terrain, un seul SaaS pour tous les gouverner. L'utilisation est la même, le front est le même, ça ne peut pas perdurer en fait, parce que en fait, le monde évolue, les chiffres ne peuvent pas rester pareils, les indicateurs ne peuvent pas rester pareils, et donc il faut vraiment évoluer de ce côté-là. Donc au final, et en termes de résumé, ce sera la dernière slide, on a des constantes que vous connaissez là-dedans. Donc les réseaux sociaux sont une variable d'ajustement, donc les réseaux sociaux permettent de compléter des dispositifs de crise, permettent de compléter ces pratiques de sa boîte, permettent de s'aligner en fait par rapport à une société en mutation. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que ça fait 9 ans que je suis là comme un con à faire encore la même étude, encore la même étude, encore la même étude. Et parce qu'à la fin, j'y récupère des choses et j'estime que j'ai une meilleure vue sociétale en la faisant. Il faut garder le droit de se déclarer en crise. Donc, c'est un peu ce que tu racontais sur le fait que des gens vont nous dire oui, des gens vont nous dire non. À un moment, il faut choisir et dire en fait, non, je suis pas en crise, gueulez si vous voulez, mais moi, je continue là-dedans. Le détail fait la différence. C'était le cas de crise dans lequel il y avait des petits détails qui étaient répercutés sur les réseaux, qui se partageaient beaucoup. Et vous voyez qu'il est en couleur rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une constante que je n'ai plus observée depuis 2 ans. Je n'ai plus de crise sur lequel ça jouait sur un petit micro-détail, etc. Donc, c'est quelque chose qui a tendance à disparaître. On verra si ça revient là autour. Organisation et politique ne font pas bon ménage. Je l'avais mis en termes de constante avec la précédente présidentielle. Force est de constater qu'année présidentielle, qui a eu un impact, puisque les mois d'avril et de mai ont eu 2 crises, alors que tous les autres mois ont eu 7 à 8 crises. Ça occupait trop l'espace médiatique. Force est de constater qu'il n'y a pas eu des cas comme il y avait eu avec Fillon et AXA et tout un certain nombre de choses où on avait mélangé politique et organisation. Et donc, c'est des crises qu'on voit un peu moins et donc aussi rouges là autour. C'est davantage la société qui est en crise que l'organisation, c'est-à-dire qu'en gros, l'organisation n'est elle qu'un réceptacle, elle subit une crise qui est une narration, mais au final, ce que ça nous dit, c'est une société qui est en crise et l'organisation subit juste cette variable d'ajustement. Et c'est ça qui va être le plus compliqué pour une boîte. C'est qu'elle ne sait pas quand elle est attaquée, si c'est vraiment le sens de l'histoire ou pas. Elle ne sait pas non plus si c'est elle le problème ou c'est la société le problème. Va donc juger ça comme injuste et donc va avoir très dur à rentrer informationnellement la crise, prendre la bonne décision et se positionner par rapport au monde contemporain. Ça, c'est vraiment une des plus grosses problématiques qu'on rencontre tous les jours nous, de notre côté. Le faux est partout. Alors, je trouvais ça marrant parce que il y avait récemment, on m'a envoyé un article, quelqu'un voit ça d'ailleurs, sur la désinformation dans les entreprises où quelqu'un dans l'Express a fait nouveau un article qui est les fake news sont partout au niveau de l'organisation, etc. Il y a un cas par an à l'échelle du monde, quoi. Les fake news, c'est pas ce qu'on voit circuler. C'est pas du tout un enjeu pour les organisations. Donc, oui, il y a des faux de temps en temps, mais c'est 2 ou 3 cas uniquement maximum par an. On est encore loin d'un truc qui est global et qui est extrêmement problématique. Vraiment. Je nuance quand même, parce que les vrais faux fabriqués, complètement construits, etc., effectivement, il y en a moins qu'on pourrait croire, que les complotistes aiment à croire. Par contre, de l'info
mal comprise, mal interprétée, pas bien expliquée parce qu'on va trop vite, etc., qui fait beaucoup de mal. Hein, je ne citerai que notre chère Élise Lucet, par exemple. Vous regardez un reportage de Cache Investigation envoyé spécial, vous avez un montage, en fait, qui vous raconte une histoire qui bypasse, en fait, toute la complexité du sujet pour pouvoir angler sur du scandale et du fait divers et qui fait vendre et qui fait de l'audience. Donc, en fait, c'est surtout ça qui se passe. C'est pas du vrai faux. C'est je prends le truc, mais je le prends qu'à moitié, je l'explique pas bien, je fais des raccourcis et j'en tire une conclusion qui n'est pas la bonne, en fait, du coup. Et parce que il y a aussi, et ça c'est général, je suis pas sûre que ce soit nouveau, mais les gens consomment de la news et ils vont pas plus loin que les headlines, ils regardent pas, ils creusent pas, ils lisent pas, et du coup ils partent avec une idée qui est pas la bonne. Et c'est très très facile dans ce cas-là de faire passer quelque chose pour pas totalement exact, quoi. Ça pour le coup, il y a beaucoup. Oui, en fait, on à... dit, en fait, chacun des acteurs sur le web, chacun a appliqué sa paire de lunettes, son angle, et on est dans une bataille d'angle et de focus, totalement. Voilà. Mais c'est pas des fakes. Non, c'est pas des fakes, c'est pas un truc de fabrication, genre, je sais pas quoi, la Terre est plate. Oui. Et c'est à cause d'AXA. Et voilà, c'est à cause d'AXA. Les narrations de crise seront incomplètes, tu vois. On y était. Quelle transition. Enfin, moi, je sais c'est parfait. Quel dieu. C'est 9 ans d'expérience. Donc, les narrations de crise sont incomplètes. On n'a pas eu de cas de crise récemment où des vieilles traces d'une entreprise ressurgissent avec un nouvel angle. Même si on peut parler du Festival d'Angoulême où finalement une bande dessinée de 2018 ressurgit, mais c'est quelque chose qu'on a un peu moins tendance à avoir en termes de crise. Les tensions sociales sont génératrices de crise pour les organisations. On n'a pas eu, je parlais d'inflation, on n'a pas eu de crise très forte sur l'inflation d'un point de vue bad buzz. On a eu moins de crise sur les SDF, par exemple, ce type de choses, monoplement de prix faibles et autres, et donc moins présent. Mondialisation de la crise numérique, et les éléments culturels sont problématiques, c'est-à-dire vous faites quelque chose en Suède, ça passe pas en Italie, et vous avez une crise en Italie pour quelque chose qui se passe en Suède, globalement. Les employés sont motifs de crise, tendance à disparaître, mais là, oui, ils reviennent. 10% des crises, une crise sur 10. L'anti-science est une nouvelle force, enfin une nouvelle valeur là-dedans. Les blogs sont morts, on peut vraiment le dire. Donc, encore une fois, voilà, je peux rajouter les forums avec et faire un package, sauf celui d'Olivier, parce que là, tout le monde le lit. Mais sur les crises, ils sont morts. Voilà. Peut-être tu as une voix, peut-être Olivier, le dernier qui peut être une crise. Et puis le mot crise est un motif de tension, en accusation ou en motivation là autour. En tendance, il n'y en a pas beaucoup. Le phénomène est relativement stable. En fait, il n'y a plus rien qui m'étonne en fait au global. Le seul que je laisse au milieu de la table, c'est évidemment l'essor de LinkedIn sur le fait que ça reste un réseau. Et moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que si LinkedIn change quelque peu son architecture globale pour en faire un village public un peu plus ouvert, ça pourrait être bien un réseau sociétal dans lequel pourrait se dérouler pas mal de choses. Voilà, ça c'est plutôt un pari de ma part. On verra si j'ai raison, tort. Là-dedans, je me mouille. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Bravo. Merci. J'imagine qu'il y a plein de questions. Peut-être que ça vous pose question aussi de savoir qu'est-ce qu'on fait de tout ça, comment est-ce qu'on l'applique, on l'utilise dans l'entreprise. Alors, tu nous regardes s'il y a des questions sur Internet, parce qu'en fait, il y a 2 endroits et c'est diffusé sur YouTube en même temps, en direct. Les gens qui sont dans le webinaire. Est-ce que, on va commencer peut-être par vous, sûrement d'ailleurs, est-ce que vous avez des questions? Tu as une question à avoir, bien sûr. Oui. Olivier, est-ce que tu veux te présenter rapidement? Le dernier. Le dernier. Oui, j'ai envie de revenir sur ce que tu disais sur les fake news et les entreprises. Je suis très souvent en phase avec toi là-dessus, je le serai moins. C'est vrai que ça ne fait pas encore la une des entreprises. Enfin, les entreprises ne sont pas toutes concernées par les fake news, mais lentement mais sûrement, c'est un phénomène que j'observe depuis un moment, les entreprises sont de plus en plus confrontées aux fake news, pas seulement par ce qui s'est passé encore récemment pour Adidas, il y a eu un faux site web, une fausse news zone,
Ça, on connaît la technique, Vinci l'avait déjà connue. Mais des entreprises qui se font délibérément attaquer. Il y a un cas assez emblématique récemment qui n'a pas fait heureusement de dégâts dans les médias, et c'est le Bonduelle, l'entreprise Bonduelle qui a été accusée sur les réseaux sociaux de fournir des rations, des produits alimentaires aux armées russes. Et on voit dans les usines de pétrole secret, alors il y a celle que Wagner a fini par reconnaître depuis longtemps, mais l'affaire qui est sortie depuis hier dans Le Monde, Radio France et Forbidden Stories, cette fameuse entreprise de carrément désinformation et qui a des visées purement économiques. Et c'était déjà le cas aussi avec des faux profils qui balançaient des fausses informations. On a connu ça avec le Club Med quand il y avait l'OPA il y a quelques années. Je pense que c'est une tendance qui va s'exacerber, d'autant qu'on apprend vite de tout ce qui se passe sur le conflit ukrainien et la guerre d'information des deux camps. Et je ne serais pas étonné que d'autres soient tentés d'appliquer ça aux entreprises. Et l'astroturfing, en fait. Alors, il y a plein de techniques après. Moi, fake news, il y a bien plein de moyens de truquer en fait, l'information. En fait, tu parles de manipulation De d'opinion manipulation, à ouais. des fins Soit c'est de militaires, l'astroturfing, soit on fait des politiques, soit voilà, soit on économiques. balance des rumeurs. Tu sais que c'est mon grand dada. C'est-à-dire que c'est le truc qui m'excite le plus au monde. C'est le truc où j'ai fait plein d'études, plein vues, et effectivement, l'article à la fois du Monde et de Radio France est très interloquant et très intéressant. Parce que là, c'est vraiment l'usinage au total. Pour autant, en fait, tout ce que j'ai pu observer depuis 5 ans autour de ces mouvements-là, il se trouve que même quelqu'un, une fois, m'avait contacté, il n'avait pas vu mon background, etc. Et il disait, ouais, moi, je ne sais pas combien de trolls, là, il est plutôt d'extrême droite et il n'avait pas, je pense, regardé un peu mon parcours, etc. Et il me lâchait de cette manière complètement all-in. Si tu veux faire du faux, intelligemment et bien fait, tu te greffes à de l'existant. Donc, tu cartographies ce qui existe, des tensions sociétales, tu te greffes à des vraies conversations, des vraies personnes, et tu fais des trucs périphériques. Et tu fais circuler des choses. Ça, c'est un premier point. D'où, imagine, tu dois manager une usine à trolls en Russie, tu connais personne en France, comment tu fais? En fait, tu utilises des réseaux ouverts, ce qui a été premièrement utilisé, donc Twitter et autres. Ça, c'est déporté. Je suis sûr qu'il y a des choses sur LinkedIn. Tu te greffes à de l'existant. Donc, aujourd'hui en France, quand on a observé les usines à trolls russes, c'était de l'UPR. Là encore, sur l'étude climato-sceptique, je vois mes petits copains là-dedans dessus. Il y a la France insoumise et il y a l'extrême droite au sens large, Renaissance et autres, dans lequel ils se graffent. Reconquête. Ouais. Quoique, on peut parfois discuter. Là-dessus, tu ne peux pas t'adresser. La fake news bien costaud, bien sale et autres, ça n'existe pas en fait. Globalement, tu angles des conversations, tu instilles des narratifs qui vont fonctionner et tu les mets au bon endroit. Une des meilleures métaphores qu'il y avait, c'était en 2016, je crois, qui était durant l'élection présidentielle américaine, où, et ça m'a fait trop marrer parce qu'après ils se sont défendus, ils ont dit non, on a mis que 100 balles, on rigolait, on ne peut pas influencer quelque chose avec 100 balles. Si, on peut influencer quelque chose avec 100 balles. Ils avaient envoyé une publicité à la communauté LGBT autour d'une église en disant cette église-là maltraite les LGBT et plein d'autres choses, mobilisez-vous contre elle. Ils ont payé 100 balles, très bien ciblé, très bien mis au bon endroit. Tu avais le critère LGBT, tu mets le critère géographique, tu mets un bon visuel, un truc qui interpelle bien, boum, ton truc part tout rapidement. Tu as juste mis le briquet et organiquement, le truc prend très très bien. Puis, une fois que c'était mobilisé, il s'était servi de ça, avait fait une vidéo bien léchée et avait fait une publicité à 100 balles pour tous ceux qui étaient fans de l'église, parce que l'église était un intérêt au sens de Facebook et ils avaient allumé ça. Et puis après, ils ont dit, bon, c'est totalement faux. Qui peut croire qu'en fait, en mettant 200 balles, on arrive à faire monter un truc? Et ça a été récupéré uniquement parce que via d'autres intelligence et informations, on est tombé sur tout ce qui était IRA et on a vu ce cas arriver. Donc tout ça pour dire que globalement, oui, ça existe. Les marqueurs d'une entreprise, les assises et les actifs de l'entreprise sont beaucoup plus protégés que des champs sociétaux ou des champs là autour en termes de... Parce qu'en fait, tu vas te greffer où? Je sais pas, prenons AXA, anti-AXA. Tu vas te greffer où en fait? Il n'y a pas les adorateurs de AXA
et les suppôts de Satan d'AXA, dans lesquels se réunissent autour d'un feu et disent on va tuer AXA, plein de choses. C'est bien, les entreprises sont rattrapées par des polémiques qui les dépassent. Ça oui, des balles perdues, il y en aura toujours. Qui les rattrape. Il y en aura toujours des balles perdues. Google est un bon exemple parce qu'ils avaient des implantations à la fois en Ukraine et en Russie. Et il n'est pas exclu qu'il y ait des jeux de pression dans lesquels Google se retrouve. Bien entendu. Et il y a le cas plutôt des milliardaires qui est beaucoup plus facile. Parce que tu peux le faire de manière plus insidieuse. D'ailleurs, là, on l'a retrouvé. Mais c'est pas nouveau pour les milliardaires, en fait, les attaques l'un contre l'autre. Ça arrive très, très souvent. Pourquoi? Parce qu'il y a des batailles d'ego. Parce que, justement, là aussi, tu peux attaquer de manière très simple les dispositifs. Tu es relativement hors radar. Le mec peut jamais prouver qu'il y a quelque chose. Et pour autant, tu peux faire mal. C'est pas la même chose que pour une entreprise. Je pense que tu as raison. La probabilité que ça arrive, elle est très présente. Pour autant, moi, ce que je retiens, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu ce type d'opération qui s'était menée, donc Cambridge Analytica, ici on a le cas, ils se sont toujours fait choper pour des raisons relativement simples. Avoir 40 000 personnes que tu gères, tu peux pas être parfait. Vouloir influencer des gens, tu nécessites forcément des ressources humaines très peu qualifiées. Sinon, ça te coûte une blinde, en fait. Donc, forcément, tu vas faire appel à beaucoup de personnes. Donc, la probabilité que quelqu'un fuite, qu'un journaliste le prenne et puis qu'il remonte le filet est extrêmement grande. Donc, au final, je pense qu'on va encore apprendre des choses, mais justement, le fait qu'on apprenne ne doit pas nous dire que ça devrait être partout. Je pense que ça va rester relativement très négligeable et qu'au regard de tous les défis que les organisations ont, et ils sont nombreux d'un point de vue sociétal, ça va être peanuts, quoi. Et moi, c'est pas tellement de dire que ça ne fonctionne pas, etc., mais je me dis, le nombre de fois où il y a des webinaires, et on en a fait, des informations entreprises, machin molle, eu égard à ce que c'est réellement la place au sein des organisations, on vit en plein rêve, on en parle beaucoup trop. Parce que ça fait peur, quoi. C'est à peu près comme il n'y a jamais eu autant de prestations de community management qui ont été vendues qu'après l'attaque de Greenpeace sur Nestlé. Parce que tu avais enfin un truc qui faisait bien peur pour dire, bon, est-ce que tu vas vraiment laisser à Ghislaine, secrétaire, la pas chez nous, quoi. Et là, les mecs disent, non, ok, je comprends, et j'ai peur. C'est à peu près la même chose. Ouais. Entre le bad buzz et cancel culture, il y a un lien qui est assez fort parce que un bad buzz peut générer une forme de mais en fait, la cancel culture, quand elle est apparue, on pensait vraiment que ça pouvait avoir un impact. Mais aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, que ce soit le cas du Ferrero, ou bien par exemple du Kanye West ou de Balenciaga, comment ça se fait qu'il y a un début de cancel, mais finalement, il n'y a pas vraiment d'impact, que ça se disperse? C'est à cause de la vitesse de l'information, sa propagation, ou c'est juste qu'il n'y a pas de... C'est une très bonne question. Globalement, le phénomène qui est un peu les balances-tons et autres, et on a encore eu un cas de la Ligue du LOL avec un dénouement où finalement il n'y a rien eu, et en fait, tous des mecs ont perdu un job, ils se sont fait lyncher au total, et en fait, c'était tout minuscule, quoi. Je pense que ce genre de cas, il y a à la fois le fait où ça a un gros impact et le fait où ça n'en a pas. Globalement, c'est les mêmes raisons. C'est-à-dire que arrive tout d'un coup l'émergence d'une masse, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire des gens qui postent. Tout d'un coup, ça émerge et ça buzz, mais le buzz est relativement restreint. Enfin, pour avoir fait la Ligue du LOL de A à Z, le début c'est 2008, balance ton port dans les premières 24 heures, c'est 3000 messages par 300 personnes. C'est pilote. C'est toujours ça que je montre. D'ailleurs, je reprends le début de Balance ton port, je montre le premier article, il y avait 3000 posts. Mais 3000 posts, enfin, c'est pilote. Donc ça émerge, tout le monde voit le truc arriver, il y a quelqu'un qui se fait laminer, et donc tout le monde regarde, parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'il faudrait prendre une balle perdue au plein milieu du truc? Donc on laisse, on a l'impression que du coup, c'est les nouvelles règles, et on se remarque par la suite que soit c'était tellement faible, mobilisé sur uniquement un certain nombre de personnes, communautés, qu'au final l'impact il est zéro. Personne n'est même au courant, c'est un truc de niche ou plein d'autres choses. Ou le contraire, c'est-à-dire en fait, oui, on a tous vu, mais au fait, personne n'est d'accord d'aller faire le lynchage et personne est mis
par rapport à ça. Et je pense que globalement, on a dû apprendre d'un point de vue individuel ce que c'était en fait un backlash, une cancel culture où tout le monde attaquait, que tout le monde n'a plus forcément les mêmes mécanismes. On a appris à gérer ça et qu'en fait, quand il y a une polémique, on arrive quand même au moins à dire, bon, peut-être que si quelqu'un de chez Écolo se fait attaquer pour violence sexiste, on va peut-être attendre. Peut-être que ça va accoucher d'une souris et on va remarquer par la suite. Et donc petit à petit, on remarque qu'il y a ça et donc l'impact est moindre, on a plus l'habitude. Mais par contre, pour avoir bien traité le sujet d'un point de vue individuel, toutes les personnes qui ont vécu ça sont laminées. Parce qu'en fait, ils ont l'impression que tout le monde est contre eux, n'arrivent que des messages négatifs, n'ont pas l'habitude de gérer autant de volumétrie. C'est d'une violence parce que quand on vous attaque dans la rue et qu'on vous frappe, voilà, il y a une personne qui vous frappe, peut-être qu'il y a quelqu'un aux alentours, peut-être que quelqu'un va vous défendre, mais vous avez toujours l'occasion de vous défendre. Lorsque vous êtes attaqué en ligne par 20 000 personnes, vous avez l'impression que tout le monde vous aime, mais surtout les mecs qui vous attaquent, vous ne pouvez pas répondre aux personnes qui vous ont attaqué. Donc vous êtes mis au banc de 100 000 personnes et vous ne pouvez pas répondre aux 100 000 personnes. Et ça laisse du coup un sentiment de lynchage et ça lessive les gens. Parfois, les gens pensent même qu'ils ont été harcelés, alors qu'en fait, quand on fait une vraie étude et qu'on montre, il n'y a pas réellement d'harcèlement. C'est juste une personne qui a fait un message, mais ils étaient beaucoup. Et ça a duré longtemps. Donc, c'est à peu près ça que je peux dire autour de ce sujet qui est quand même vachement complexe et qui ne se résume pas forcément à ça buzz pas, ça fonctionne pas. Chaque situation est quand même très spécifique. Justement, en ce qui concerne les communications efficaces, est-ce que ça arrive à mesurer l'effet qu'elles ont sur les réseaux? Et est-ce que, à terme, avec tout le monde, pour identifier des bonnes pratiques, dans ça par exemple, que j'aime faire, ça reste bon de le faire? En fait, c'est une très bonne question. En fait, ce que je pense qu'on va se rendre compte, c'est que globalement, on n'a jamais eu autant que maintenant la capacité de dire avec un chiffre, ta crise, elle a fait autant, ou elle a été vue par un tel, par cette personne-là, par cette communauté. Et globalement, c'est aller à tel endroit. Je pense que parfois, on se met des nœuds au cerveau et on imagine que c'est énorme. Et parfois, on ne se rend pas compte qu'en fait, ça a quand même un impact. Et en fait, la logique du média où il y avait un article, il y a des phénomènes de bulles qui s'opèrent, où tout le monde est au courant. Dans la com, quand il y a un problème avec une agence, il y a peut-être 1000 personnes qui ont lu, mais tout le monde dans le réseau parle. Et donc, on va déjeuner avec un mec, le mec nous parle de la crise, on va ouvrir un magazine spécialisé, il y a la crise, on va en parler sur le côté, il y a ça, on va à un event, il y a ça. Et en fait, du coup, on a l'impression que tout le monde est au courant, mais il y a 1000 personnes. Et c'est ce phénomène qui est un peu complexe, où il ne faut pas se dire que le monde entier est au courant, et que c'est fine parfois. Mais il y a parfois le phénomène de bulle. Il ne faut pas négliger que les personnes qui comptent pour le business, elles savent, pas beaucoup, mais c'est pas beaucoup qui ont l'impact derrière. Et donc, c'est ce petit jeu qui est un peu fébrile et un peu compliqué d'arriver à ne pas être trop quanti, mais d'avoir une dimension un peu quali, de le sentir. Et oui, on travaille beaucoup, à peu près comme des chercheurs, où on met dans un laboratoire stérile une dimension et on cherche à voir ça a l'impact, ça n'en a pas. Et au final, on se dit, cette crise-là, je l'ai déjà vue. Et on est royal et on se dit non, mais ça va être ça. Et en fait, on se plante. Et c'est à la fin, c'est toujours comme ça. La crise, c'est avant tout une histoire d'humilité. C'est une question de mindset et de process, de répercuter les mêmes étapes, de se protéger le cul jusqu'à n'en plus finir, mais plus réellement compter. Compter, c'est plus le problème. Je trouve que c'était pas, enfin, même si c'était la question, mais je vais rebondir dessus parce que tu disais, je m'en souviens, les premières fois où on a fait ces analyses, enfin peut-être en 2014, il y a eu un moment, que ce soit en surveillance des réseaux sociaux ou en gestion de crise, on avait l'impression qu'il y avait des ingrédients, un processus, il y avait ça plus ça allait faire crise. Et puis, on allait savoir. Ce truc-là est complètement dégommé. On a eu des crises incroyables où vraiment, alors là, c'était pas 1000, c'était 300 000 personnes qui étaient en train de commenter. Et ça partait de quelqu'un qui avait un tout petit compte Facebook. Le quelqu'un, c'était un nobody. Je trouve que ça parle à Paul qui est là. C'était une petite dame qui était caissière au Leclerc de Toulon et qui avait 60 amis sur Facebook, qui a posté un truc.
Elle s'est même pas aperçue que le truc a été partagé 150 000 fois. Et à partir de ce moment-là, nous, on l'a su par la bande, mais tous les journalistes étaient au courant, il y en avait partout, c'était mort en fait. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus de oui, là, ça va faire buzz, et j'ai mis l'exemple comme ça, ou alors ça va pas faire. Donc en fait, les principes de base de réponse, c'est toujours les mêmes. Et oui, il y a des DAS et des DONT, et il y a vraiment surtout des DONT. Mais les DAS étant, tout de suite, je me configure en crise et je me dis, ce truc-là, il y a une évolution potentielle défavorable. Elle est peut-être pas là aujourd'hui, peut-être pas là tout de suite, mais il y en a une. Donc on la regarde jusqu'au bout et on regarde à qui ça parle. Parce que souvent les gens font focus sur le grand public, la Madame Michu qui a vu, la télé. Mais en fait, c'est pas là que ça va avoir de l'impact. Parce qu'en fait, ce qui va avoir de l'impact, c'est votre banquier, votre fonds d'investissement, votre actionnaire, vos employés en interne et éventuellement vos gros clients, etc. Mais pas le grand public. Le grand public, tout le monde s'en fout en fait. Et donc, recentrer sur vos enjeux principaux. Est-ce que ça attaque? Est-ce que ça abîme quelque chose qui touche vos enjeux? Et c'est là où on se détend sur le grand public. Mais en revanche, on s'occupe de très près de vos parties prenantes qui ont un maximum d'influence, vos clients, vos banquiers, vos actionnaires. Voilà. Et faire attention à ne pas s'occuper que de la mousse qui finalement le lendemain sera retombée comme un soufflet. Je pense que ça conclut. Oui, peut-être la dernière question parce que tout le monde a très soif. Non mais après on peut continuer mais entre nous. On vous écoute. Je suis André Stéphane, je suis étudiant en communication à l'ICT. Merci pour cet exposé. Vous avez dit tout à l'heure 100% des crises sur le fonctionnel et communicationnel. J'aimerais qu'on reste sur du point de vue communicationnel. Aujourd'hui, Emmanuel avait le relevé. C'est des critères comme l'humour, également les tendances, la RSE, l'inclusion, qui nourrissent également ces mouvements sociaux qui nourrissent la naissance des crises. Quel outil communicationnel c'est aujourd'hui aux entreprises en termes de gestion? Faut-il à toute crise se positionner? Comment le faire? Et puis peut-être un deuxième volet, est-ce qu'aujourd'hui, il est encore possible d'anticiper ces vagues et ces crises? Comment faire sinon Alors, ça va rejoindre ce que tu disais juste avant, c'est-à-dire la recette magique, le mec qui dit non mais moi j'ai eu 150 000 crises, moi je t'inquiète pas, j'arrive, il n'y a plus de crise. Ça n'existe pas. Le postulat des gens qui disent il faut de la transparence, il faut dire oui, enfin les mecs n'ont jamais vu une crise de leur vie en fait. Mais on va pas dire oui alors qu'on a un procès potentiellement au cul. On va pas dire oui alors qu'on va perdre 100 000 balles en disant oui. Il y a plein d'enjeux internes autrement que de la communication qui influent sur la communication. Mais la communication, une bonne com, c'est celle qui envoie ce que veut vraiment le dirigeant en termes de décision et qui l'a fait asseoir parmi ses parties prenantes en limitant les problématiques autour. Mais une bonne com, c'est pas juste le truc qui va éteindre le feu et qui va résoudre la situation. Et ça, parfois, ceux qui n'ont pas vu de crise ou autres en parlent, mais c'est complètement faux. Il n'y a pas une recette magique. Chaque cas est différent, chaque cellule est différente, chaque dirigeant est différent et parfois il y a des timbrés. Il faut arriver à gérer les timbrés. Et donc il n'y a pas de communication magique. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, sur les signaux faibles d'un bad buzz, ça a été le mantra pendant je ne sais pas combien de temps, d'ailleurs qui était un discours marketing des boîtes de logiciels, etc. C'est du flan en fait. Jamais on peut deviner un bad buzz avant qu'il arrive. On le devine très bien après. En retour d'expérience, quand on étudiera, on va dire ah mais en fait il y avait des signaux faibles. Mais seulement en rétexte. Ah oui, ou le début de la crise il est facile. Le début de la crise il est là. Mais au moment où on était là, on n'aurait pas pu le deviner en fait. Ça arrive tout d'un coup et généralement en fait il y a déjà un article, il y a déjà la phase dessus. Parfois en fait le truc a circulé pendant 2 semaines, on n'était pas au courant, tout d'un coup ça pète et on se rend compte qu'en fait pendant 2 semaines on aurait dû être en crise mais on n'était pas. Et ça, en termes de pratique c'est aussi intéressant. Mais il n'y a pas d'avant-coureur de crise au global. La notion de signal faible, oui on peut l'avoir parce que on a des réflexes. Je me souviens par exemple d'un cas qu'on avait eu ensemble où un compte emblématique d'une communauté d'un certain bord politique tweet, je dis là c'est un militant, je sais que ça touche pas mal près,
soyez prêts à ce que sur votre usine, un politique arrive. Ça va pas le Badaboum, a débarqué. 8 heures après, il débarque, Nostradamus ici présent, et il arrive et il écrit une question au ministre. Mais du coup, on le voit, du coup, on peut envoyer avant au ministre les éléments de réponse, etc. Et vraiment, là, on était. Ah bon, mais ça, je peux le raconter en mode génial, regardez comment on est incroyable. Enfin, c'est magie, hein, c'était Noël. Hein. Moi-même, j'y croyais pas. Hein. Moi-même, j'ai fait la tournée de l'open space en disant regardez à quel point c'est génial, etc. Oui, c'est encore dans le slide pour dire attention au signal faible, mais c'est une fois sur 150 000, jamais. Donc non, il n'y a pas de signal avant moi. Ok, bah, si ça vous va, on va abandonner nos amis en ligne et puis nous, on va aller boire un verre et puis vous aussi, j'espère, à la maison. Merci d'avoir été là et à très bientôt.